Grâce à ce graphique, nous allons voir comment évoluent les pressions partielles d'oxygène et de dioxyde de carbone au niveau des alvéoles au cours d'une plongée en apnée à 20 mètres dans l'hypothèse d'un aller-retour. À la descente, l'augmentation de la pression ambiante entraîne une augmentation de la pression partielle en oxygène, malgré la consommation de celle-ci lors de la descente. En profondeur, cette hyperoxie procure une sensation de bien-être. Le plongeur ne ressent plus le besoin de respirer malgré l'augmentation de la pression en CO2. Théoriquement, la pression en CO2 est censée augmenter de manière proportionnelle. Or, comme on peut le voir sur la courbe, l'augmentation de cette pression apparaît fortement modérée. En effet, des substances tampons permettent de stocker une partie du CO2 présent dans l'organisme durant l'apnée. Tout cela indique clairement la nécessité pour l'apnéiste de ne pas attendre le dernier moment pour remonter en surface, car ces systèmes d'alerte ne fonctionnent plus. C'est aussi une raison pour ne pas réaliser d'apnée statique au fond. À la remontée, la chute de pression partielle en oxygène est brutale, car alors, deux facteurs jouent dans le même sens. La baisse de la pression ambiante, qui impacte les pressions partielles, et la consommation d'oxygène lors de l'apnée. Cela entraîne un risque accru de faire une syncope. On parle du rendez-vous syncopal des 7 mètres, car la pression ambiante connaît sa plus forte variation entre les 0 et 10 mètres. D'où l'intérêt pour l'apnéiste de sécurité de rejoindre le plongeur à mi-profondeur pour réagir rapidement en cas d'accident. Après la reprise ventilatoire, il y a un temps de latence avant de voir augmenter de nouveau la pression partielle en oxygène. Il est indispensable que l'apnéiste de sécurité poursuive sa surveillance pendant au minimum 30 secondes. Les risques restent importants de faire une syncope pendant ce laps de temps. Ensuite, il y a augmentation de la pression partielle en oxygène.